Mais installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler cloud. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez un projet cloud et vous vous posez des questions sur comment le réussir. Je m'appelle Tan, je suis basé à Paris, je fais partie de la société Hewlett Packard Enterprise et je suis CTO pour HPE Afrique. Aujourd'hui, je suis l'invité de Tunelec et je les remercie pour pour le temps qu'ils m'accordent aujourd'hui pour présenter un petit peu le retour d'expérience que j'ai autour du cloud. Donc, le contenu de la session aujourd'hui, ça va être un partage de connaissances par rapport à l'expérience client que j'ai eue sur l'implémentation des clouds. Ça fait environ 10-15 ans que je fais du cloud. On a commencé par l'automatisation, j'ai fait ça dans le secteur du telco, des FSI, du retail, également de l'automobile. Et en fait, je me suis dit, pour faire du cloud, il faut que ce soit simple. Il faut pas que ce soit compliqué le cloud. Par contre, pour que ce soit simple, il faut respecter des ordres. Il faut répondre à des questions, à certaines questions, et pas que techniques. Il y a des questions opérationnelles, il y a des questions financières, et si on les prend dans l'ordre, faire du cloud, c'est simple. Première question, en fait, c'est mes clients me demandent, oui, je voudrais faire un cloud, il faut quoi comme infrastructure? Il faut des serveurs, du stockage. Mon approche, c'est pas de commencer par ce type de questions. La première chose quand on fait du cloud, c'est on vend un service, on propose un service, on vend pas une infrastructure. C'est un service, le cloud. Et quand on parle de cloud, je vais le définir. Cloud public, cloud privé, cloud hybride, multi-cloud. On entend plein de clouds. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun aura sa définition, chaque éditeur de logiciel aura sa définition. Ce qu'il faut, c'est que vous définissiez vos propres stratégies cloud. Ok? Il y a par exemple le secteur bancaire qui me dit, moi, je ne mettrai pas mon core banking sur le cloud public. Je ne le mettrai pas sur Azure, Google ou Amazon. Je le mettrai dans mon data center ou en colocation. Là, on parle de cloud privé. Aujourd'hui, le sujet, ça va être de comment on va définir une stratégie cloud multi-cloud. HPE est un constructeur de matériel, ok? Donc nous, notre stratégie, c'est quoi? C'est de vous aider à construire un cloud privé, tout en ayant une stratégie d'hybridation. C'est-à-dire, si demain vous avez une application, vous voulez la mettre sur Azure, Google, mais peut-être que d'autres applications ne sont pas éligibles à être sur le cloud public, comment construire un cloud privé? Ok? Donc la question de la cloud stratégie, elle est clé. C'est quoi votre stratégie cloud? Et elle est vraiment dépendante du type d'application que vous voulez mettre. Le deuxième point, c'est, oui, nous, on va faire de la VM, de la virtualisation. Attention, la virtualisation, c'est pas du cloud. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, oui, mais j'ai des VM, mais je fais du cloud. Non, c'est pas ça. Le cloud, c'est définir un catalogue de services. Et souvent, on commence par fournir des virtual machines, des VM. Quand on fournit des VM, l'acronyme qu'on a chez le cloud, c'est de faire du IaaS, de l'infrastructure as a service. La définition d'IaaS, c'est je fournis de la VM automatisée qui est plus ou moins habillée avec du backup et de la résilience. Mais construire un cloud, c'est aller au-delà de la VM. C'est de faire du IaaS, mais proposer également du CaaS, c'est-à-dire de la partie container as a service avec des clusters Kubernetes pour des applications microservices. C'est également de fournir une plateforme as a service. C'est de fournir également aux éditeurs de logiciels du software as a service, mais c'est également de fournir des services réseau sécurité. Exemple, j'ai mon client qui me dit, moi je veux de la micro-segmentation pour pouvoir gérer du multi-tenancy dans mon cloud. Un environnement n'a pas le droit de parler à un autre environnement. Comment j'attache un firewall à mon environnement pour que A ne puisse pas parler à B? Donc là, on est sur des mécanismes de sécurité et réseau. Donc construire un catalogue de services et construire un cloud, c'est prendre en considération toutes ces questions. Et là, on parle de définir un catalogue de services. Le troisième point, c'est les SLA, RTO, RPO. Donc quand on construit l'infrastructure, on est toujours sur, il faut faire un backup, de la business continuity, on met un disaster recovery. Et c'est un peu pareil sur le cloud. On prend les mêmes principes, on jette rien à la poubelle. Toutes vos connaissances, elles sont bonnes. C'est ça qu'il faut vous dire. On fait les mêmes principes, on construit un DR sur un data center, sur 2 salles, et on applique les mêmes principes. Okay? Donc la partie SLA, RTO, RPO, en fait, c'est des choses qu'il faut définir au début. Une question qui a été posée tout à l'heure, oui, mais je commence par quoi? Par un bac à sable, du dev, de la prod? Ça va dépendre en fait de ce que vous voulez mettre en termes de budget et d'investissement. Si vous voulez uniquement faire un cloud pour vos environnements de dev, ok, donc on va faire juste un cloud, c'est-à-dire une zone avec une zone de disponibilité avec de la VM, juste sur un rack, et on va faire un cloud avec un rack, et on va faire juste du dev. Il n'y aura pas de problème à faire ça. Par contre, le dev va forcément avec un environnement de prod. Donc, il faut que les environnements soient ISO. Donc, quand on fait un cloud, on ne fait pas juste pour du dev ou de la prod. On fait un environnement cloud pour toutes les plateformes. Ok? Oui.
Ouais, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est un workshop, c'est pas un monologue. Donc, ah bah, est-ce que non, mais il faut qu'il monte là-bas parce que là, sinon, je vais m'abîmer la voix. Tu peux monter un petit peu parce que t'entends pas là-bas. Ouais. Tu peux. Ouais, mais ouais. Bon, je vais parler plus fort. Est-ce que tu peux monter au niveau de la table, au niveau de la console, au niveau du son? Ouais, donc c'est interactif. Merci Nadia. Il y a un deuxième micro. Si vous voulez prendre la parole, bah prenez le micro ou alors allez-y. Hein. Et je voudrais vraiment que ce soit interactif. Donc voilà. Il y a plein de questions que je pose moi quand je fais en fait des workshops avec mes clients. Parce que l'idée c'est pas que je vais vous pousser du serveur, même si HP vend du serveur, du stockage, je fais pas ça que je veux faire. C'est monter avec vous une stratégie cloud pour qu'on puisse en fait adresser tous les pans. Il y a 3 pans qui sont clés, c'est l'impact sur les people, l'impact sur les process et l'impact sur la technologie. Et en fait, ce que j'ai fait durant ces 10-15 dernières années, c'est de développer une méthodologie, c'est-à-dire j'ai plein de questions à poser à différentes équipes. Et cette méthodologie, elle est basée sur les 3 axes, les people, les process et les technologies. Et en fonction des réponses que vous allez me donner, je vais vous dire, bah voilà, vous êtes à un niveau, explore, et là où vous voulez aller, c'est à ce niveau-là. Donc ça, c'est un ensemble de centaines de questions qui peut aller vraiment dans le détail pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Et ce qui permet de définir une trajectoire, finalement, de votre cloud journée. Merci pour le son. Donc là, ici, on retrouve l'ensemble des domaines. On parle de Software Defined Infrastructure. Quand on fait du cloud, on parle souvent de programme d'APIisation. L'infrastructure, elle doit être pilotable par API. Donc une infrastructure qui est pilotable par API, elle permet quoi? Elle permet d'être automatisée bout en bout. Un deuxième exemple, c'est Build, Operate, Hybrid Cloud. Comment vos équipes IT, demain, vont opérer le cloud? C'est quoi les nouveaux jobs? C'est quoi les nouveaux profils? C'est quoi les nouvelles compétences que vous allez devoir acquérir pour pouvoir construire et opérer ce cloud? Donc voilà, j'ai plusieurs, finalement, domaines d'activité, plusieurs chantiers qu'il va falloir dresser. Et la première étape, c'est de se dire, on va se mettre autour de la table, on va se poser les questions, et on va avoir les réponses. Et en fonction de là où vous voulez aller, on va pouvoir construire une feuille de route ensemble. L'idée encore, c'est que ce soit simple. Donc cette feuille de route, c'est pas quelque chose à effet tunnel à 3 ans. Moi, un cloud, je le construis en 3 mois. Bon, c'est ça. Un cloud qui est pas construit en 3 mois, c'est un cloud où il y a trop de réflexion. Et un cloud, c'est quelque chose qu'on commence avec une méthodologie qui est plutôt dite agile ou DevOps, avec ce qu'on appelle des MVP, des Minimum Viable Product. On commence petit, on fait des échecs, on corrige ces échecs et on avance. Okay. Donc la première étape de l'assessment, c'est de se mettre autour de la table et de poser des questions et surtout d'avoir les réponses. La deuxième étape, c'est de se dire, ok, j'ai besoin d'être outillé quand même. Donc HPE a fait une acquisition d'un logiciel qui s'appelle Cloud Physics. C'est une plateforme SaaS qui permet d'être déployée dans vos environnements virtualisés, de collecter 200 métriques, mais vraiment des métriques sur l'usage des VM, l'usage du stockage, la configuration, et ensuite ça fait un rapport, un dashboard qui permet de dire, bah voilà, là où vous en êtes, là où tu peux optimiser, la capacité dont tu vas avoir besoin. Et cet outil, comblé à l'assessment via les questions-réponses, permet d'avoir une vue de ce que vous avez aujourd'hui au niveau infrastructure IT. Ça, c'est gratuit. C'est ça qui est bien. Donc on vous accompagne. Donc on vous accompagne pour construire votre cloud journée. Donc l'utilisation de l'outil comme l'utilisation des ressources avant-vente chez HP ou chez Tunelec, c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'on est là pour vous aider à le faire. Donc une fois qu'on a vu un peu tout ça, on va rentrer un peu plus dans le détail de c'est quoi les cas d'usage. C'est quoi les cas d'usage? Et souvent les cas d'usage, on va commencer par les basiques. Le IaaS. Par la définition déjà, parce que le cloud c'est beaucoup d'acronymes, on a tous des définitions différentes. Donc le IaaS, qu'est-ce que c'est? C'est fournir de la VM automatisée. Okay. Et avant, quand on fait du cloud, vous vous souvenez, il y a toujours le terme as a service. Ouais, vous voyez ça hein, sur tous les articles. Alors moi j'ai une propre définition de ce que c'est le as a service. C'est quoi? C'est un service, prenons de la VM par exemple, qui est complètement automatisé. C'est-à-dire qu'il y a 0 intervention humaine pour provisionner la virtual machine. Le deuxième point de ma définition du as a service, c'est que cette VM, elle doit être en capacité d'être provisionnée en mode self-service. C'est-à-dire que je suis client de votre cloud que vous allez construire, je veux avoir un portail où je clique et c'est fait automatiquement. J'ai pas besoin de remplir un fichier Excel, j'ai pas besoin d'envoyer un mail, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, je demande quelque chose, je l'ai.
Le troisième point, c'est que cette VM, d'un point de vue IT, cloud administrateur, il faut qu'elle soit monitorée. Il faut que le service que vous allez rendre au niveau de vos VM, ça fonctionne. Aujourd'hui, quand il y a un incident, j'ai plus accès à ma VM, ou je suis plein de stockage, ou je sais pas quoi. Bon, bref, on log un ticket, on a un incident, il y a quelqu'un qui répare, qui est dans le data store ou peu importe. Là, je dois être en capacité, pour mon environnement, d'avoir une vue complète au niveau du monitoring. Le quatrième point, c'est le fait de loguer les interventions. On a tous un security officer qui va dire « j'ai des problèmes de compliancy ». Qu'est-ce qui s'est passé à telle heure, à telle date, parce que j'ai un audit. Donc le cloud doit loguer toutes les interventions qui sont faites de manière automatisée. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez avoir le security officer qui va vous dire « qu'est-ce qui s'est passé là, j'ai une attaque ransomware », vous devez être en capacité de lui fournir tous les logs de ce qui s'est passé au niveau du provisioning du service. On parle d'un provisioning de service, de stockage, de VM, d'un service physique, ou peu importe, mais il faut que tout soit logué. Et le dernier point, c'est la monétisation du cloud. Donc, il y a des gens qui font du cloud pour des besoins internes, des besoins purs IT, et là, il n'y a pas de problème, parce qu'on est plutôt sur des notions de, on va vous montrer ce que vous utilisez comme environnement. Mais il y a des gens qui font du cloud pour le monétiser, qui vont revendre les services. Parce que vous savez que l'IT, c'est un centre de coût, mais on est en train de changer de paradigme. L'IT doit être aussi un centre de revenus. Donc, on doit montrer quelque part une manière de rapporter de l'argent dans le cloud. Donc maintenant, les use cases, voilà, c'est basique. Du IaaS, c'est de la VM, le CAS, c'est le container, le PLAS, c'est la plateforme. Mais tout ça, c'est associé, pareil, à des services de stockage. Quand on fait du cloud, il y a des services de stockage qui sont plus ou moins avancés. Par défaut, on fait du bloc, ok, quand on attache une VM. Ensuite, quand j'ai des cas d'usage de, par exemple, d'archivage vidéo, le besoin derrière, c'est d'avoir un stockage objet. Donc, comment dans mon cloud, je vais créer un stockage objet? Et tout ça, c'est des use cases qu'on va définir au début. On va pas tous les faire. On va se dire, les 3 premiers mois, on va définir 3-4 use cases, ok, et on va les implémenter. Et au fur et à mesure, on va rajouter d'autres use cases dans la création du cloud. Et finalement, quand on prend tous ces use cases, on se dit, eh ben, que ça fait un blueprint. Et ce blueprint, il est fait sur 6 axes, ok. Je vais les prendre les uns après les autres pour que vous compreniez la démarche en fait que j'ai avec mes clients. Le premier, c'est on va partir du haut, hein, la partie consumer. C'est toujours hyper important de se dire quelle est l'expérience utilisateur au niveau du consumer. C'est clé. Un cloud avec une mauvaise expérience, c'est un cloud qui marche pas. Donc, même si à l'intérieur c'est super, si la porte elle est pas belle, les gens y rentrent pas. Donc il faut leur fournir cette porte-là. Donc le premier, c'est qui sont vos consommateurs? Qui vont être vos utilisateurs du cloud? Les 3 types sont des besoins internes IT. Le deuxième type, c'est de pouvoir faire du B2B. Et le troisième type d'usage, c'est de faire du B2C. Voilà les gros axes en termes de consommateurs. La deuxième couche, c'est d'avoir une couche de management au niveau de votre cloud. Cette couche de management, un des éléments clés, c'est qu'il faut qu'elle soit agnostique du choix de l'infrastructure au niveau investissement. Okay. C'est quoi? C'est un logiciel qui va permettre de dire j'ai un service, je veux le provisionner, j'expose une API, j'expose un catalogue au consommateur et j'expose également tous les outils pour monitorer ou pour faire du billing de mon service. C'est ce qu'on appelle une Cloud Management Platform. Donc, HPE est partenaire avec une société qui s'appelle Morpheus et qui fournit cette couche logicielle de CMP. Le troisième point, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est la définition des différents cas d'usage au niveau de votre catalogue de services. Là, par exemple, j'ai du bare metal as a service et fournir des serveurs physiques. Le cas d'usage, c'est certaines applications requièrent encore de l'Oracle sur serveur physique. Donc, il faut que vous puissiez fournir de manière automatisée un serveur physique. On trouve également du IaaS, du CAS, du PaaS. Mais là, l'idée, c'est vraiment commencer petit, peut-être par que l'IaaS, et après, et faire évoluer l'offre en fonction des demandes, besoins consommateurs. Parce que si vous n'avez pas fait un assessment de vos besoins consommateurs, vous allez créer une offre qui ne va pas être utilisée, et ça sert à rien. La quatrième couche, c'est de se dire quel investissement matériel vous allez faire. Et c'est là qu'HPE, finalement, a créé des gammes de compute, c'est-à-dire des gammes de serveurs qui sont adaptés à la partie virtualisation, à la partie VDI, à la partie AI ou HPC. Donc, on a des gammes de serveurs qui sont vraiment dédiés en fonction du use case. On ne prend pas du serveur généraliste. Ça peut se faire, mais les performances vont pas être là. Pareil pour le stockage. Donc, la couche 4, c'est l'investissement au niveau du matériel pour pouvoir en fait être sûr qu'on va construire le catalogue de services associés. La couche 5, elle est clé, c'est la partie operating model. Donc vous avez des gens qui administrent votre cloud,
Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut que ces gens-là puissent évoluer vers un modèle opérationnel différent. Donc, on parle de modèles DevOps, on parle de modèles safe, qui sont des modèles agiles, et il faut que ces gens-là puissent commencer à se dire quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin pour demain opérer le cloud. Par exemple, avec mes clients qui investissent beaucoup sur l'automatisation. Donc l'automatisation, on parle également de CI/CD pipeline, si ça vous parle. L'automatisation, il y a des outils open source ou des outils sur le marché qui existent comme Ansible. Okay. Qui connaît Ansible? Okay. Qui utilise Ansible? Je vois pas beaucoup de mains. Très bien. Donc Ansible est un outil. Okay. Tout à l'heure, vous savez, j'ai pas les people, process, outils. Via Ansible, ben, on adresse les 3 points. On a l'outillage, il faut former les gens, et Ansible permet d'améliorer les process. Donc voilà, c'est un choix. Et ça va changer le modèle opérationnel parce que l'IT ingénieur qui faisait du stockage, eh ben, il va passer transverse. Il va faire du stockage, il va faire du compute et il va faire du réseau. Donc les compétences aujourd'hui, elles sont pas silotées et ce modèle opérationnel en cloud, il est cassé. Il n'y a plus un expert dans chaque. C'est des gens qui sont compétents dans tous les domaines. Et le dernier point, c'est le modèle de consommation. Quand on parle de cloud, on parle de consommation à l'usage. Moi, je veux payer pour uniquement ce que je consomme. Je veux consommer une VM. Une VM, c'est environ 50 € par mois. Demain, j'utilise plus, j'arrête de payer. Donc, on est sur un modèle comme ça au niveau du cloud. Donc, comment adapter tous les investissements qui sont faits sur l'ensemble des couches pour dire que demain, je propose un modèle dit OPEX ou Pay-per-Use. Okay. Donc là, on va faire un zoom sur la partie haute au niveau cloud platform. Qu'est-ce que HPE propose en termes de solutions? On a un programme qui s'appelle HPE Complete. Ce programme a pour but d'onboarder des éditeurs de logiciels. Parce que vous savez qu'HPE est constructeur. Quand on fait du hardware, il nous manque quelque chose, il nous manque le software. Donc ce programme HPE Complete permet en fait de certifier le go-to-market avec ces éditeurs de logiciels. Donc le premier point que je prends par rapport à la référence du blueprint, c'est de se dire, je veux faire du bare metal as a service. Donc là, on travaille, nous, sur la partie DMTF, Redfish, pour ceux qui connaissent, sur les API basses, pour pouvoir provisionner des serveurs physiques de manière automatisée. Le produit que HPE a, ça s'appelle OneView. Okay, donc c'est ce qui permet d'automatiser le provisioning des couches vraiment très basses. Ensuite, quand on veut faire du IaaS, du CAS ou du PaaS, là j'ai cité quelques exemples avec des éditeurs de logiciels avec qui je travaille. Principalement, il y a du VMware. Je pense que ça concerne environ 80% des cas. Mais on trouve également de l'OpenStack ou de l'OpenShift. Et donc là, je travaille beaucoup avec Red Hat ou SUSE Rancher. Donc en fonction des préférences technologiques, je vais m'adapter finalement à vos compétences. Imaginons que vous ayez de l'OpenStack déjà en interne ou des gens qui sont très techniques et qui ne sont pas pro VMware pour des questions techniques ou soit financières parce que vous n'avez pas de contrat avec VMware. Donc là, je vais faire un assessment de c'est quoi vos préférences en termes de technologie et on va choisir quel est le meilleur éditeur de logiciel. Nous, derrière, avec HPE, on fournit finalement des architectures de référence avec l'ensemble de ces éditeurs. Okay, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a déjà des building blocks qui sont déjà référencés, hein, des configurations, des playbooks d'automatisation, on a tout ce qu'il faut avec les éditeurs de logiciels. Ensuite, pour la partie stockage, donc quand on veut fournir de l'object ou du file, une société que j'aime bien avec qui on travaille, c'est Cohesity. Donc Cohesity, c'est une couche de logiciel qui va permettre en fait de provisionner as a service du file ou l'objet pour des use cases de type CDN, object ou même archivage. Pour la partie business continuity, donc sur la partie backup as a service et disaster recovery as a service, là il y a un choix qui est un plus large. On travaille beaucoup avec Vim. Parce que quand on travaille sur le monde virtualisé, Vim est quand même super bien placé. En revanche, si vous avez encore des workloads, des applications qui tournent sur serveur physique, Vim est pas bon. Donc là, mes clients me demandent, moi, j'ai encore des applications legacy qui tournent sur serveur physique. Le mieux placé sur le serveur physique et sur la virtualisation, c'est comme Vault, par exemple. Donc là, on va faire un assessment sur quelle technologie répond mieux au catalogue que vous allez construire. Une dernière acquisition qu'HPE a faite, c'est Zerto. Zerto permet d'adresser le use case de Disaster Recovery as a Service. Okay, le DR as a Service. Donc Zerto permet d'automatiser le fait de perdre une salle, un rack, un data center et de se dire l'ensemble de mes services, de mes VM, parlons concrètement, de mes VM sont basculés d'un data center à l'autre avec aucune interruption de service. Et on est agnostique de l'hyperviseur. On peut faire ça avec Vim, hein, ça marche, hein, mais c'est un peu plus complexe à mettre en place. Donc là, voilà, c'est le choix des éditeurs logiciels pour adresser chacun des use cases. Et le dernier, au niveau de la Cloud Management Portal, je travaille beaucoup avec Morpheus. Pourquoi? Parce que c'est simple.
c'est non-vendor lock-in, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec VMware, avec Red Hat, avec SUSE, vous pouvez travailler aussi avec Azure, Google ou AWS, donc peu importe que vous soyez en privé ou en public, la couche Morpheus va vous permettre de construire votre catalogue de services et de définir votre trajectoire hybride en termes de cloud. Des questions jusque-là? Ok, continue. Donc, la deuxième partie, là, on va plutôt parler infrastructure. Qu'est-ce que HPE propose en termes de portefeuille, en termes matériels sur la partie serveur et stockage? Donc, je ne parlerai pas de la partie réseau parce que ça prendra un peu plus de temps. Je vais faire un focus sur la partie serveur et stockage. On travaille avec deux constructeurs de processeurs aujourd'hui, donc AMD et Intel. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'AMD en fait avait fait un bond technologique par rapport à Intel, notamment au niveau de la partie processing et prédictibilité au niveau des performances. Et donc on a introduit dans nos serveurs des gammes AMD. Donc tout ce que vous allez voir en 5 à la fin, 325, 345, 365, etc., c'est des serveurs qui sont équipés de processeurs AMD. Tout ce qui finit en 0, c'est des processeurs de type Intel. Aujourd'hui, on était en Ice Lake, on est en Cascade Lake, ok. Et ce qui va arriver au niveau d'Intel en mars, c'est la partie Sapphire Rapid. Donc nos serveurs sont adaptés finalement à la roadmap des constructeurs de CPU. Maintenant, quel serveur choisir? Donc on a catégorisé les serveurs en fonction des use cases. Par exemple, si vous voulez faire du VDI, quel type de serveur utiliser? Donc par rapport aux configurations, nous on a déjà des bundles qui sont faits par rapport aux use cases. Celui que vous allez retrouver le plus, c'est la partie DL360. Serveur 1U, on met du stockage dedans, c'est du biprocesseur, ça fait du général. Mais si demain vous avez des clients au niveau de votre cloud qui vous demandent de faire, est-ce qu'il y a du telco là ici? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie des telcos? Non. Alors c'est pas grave. Donner un exemple. Dans le telco, on est parti de la partie Radio Access Network classique et aujourd'hui on tend vers l'Open RAN. L'Open RAN, c'est la désagrégation des couches logicielles et matérielles au niveau telco. Okay. Pour ce faire, on a besoin d'un serveur qui soit spécifique, qui puisse gérer les bandes 5G. Donc tout simplement, c'est des cartes réseau et des ports qui sont particuliers au niveau de la gestion du 5G. Donc on a sorti un serveur qui s'appelle le DL110, qui est spécialisé pour adresser des cas d'usage 5G. Donc en fonction du catalogue de services que vous allez construire, VDI, telco, banque, base de données, peu importe, il y a un serveur qui match la demande. Petite annonce, le prochain CPU Intel s'appelle Sapphire Rapid. Okay, donc il a les performances environ 25% par rapport à l'Ice Lake. Il sort environ en janvier-février au niveau d'Intel, au niveau de l'announcement, et HPE va suivre cette roadmap. Donc à partir de mars 2023, on va annoncer la partie Gen 11, parce qu'aujourd'hui on est en Gen 10+, au niveau de la gamme de serveurs, donc on va annoncer la gamme Gen 11. PCI génération 5, capacité stockage de plus 25%, et pareil au niveau du CPU. On continue en fait toujours dans cette trend. Donc il y a toujours un investissement qui est fait avec Intel. On a également en fait un deuxième investissement, et là ça va sortir pareil en mars, sur le fait de travailler avec un troisième constructeur de processeurs, ARM. Okay. On se dit toujours, mais qu'est-ce que vous faites avec ARM? ARM, c'est quoi? C'est un processeur monosocket qui est en capacité de gérer, de fournir 128 cœurs, avec une consommation électrique qui est très très basse. On parle de RSE, okay, d'énergie. Donc demain, quand on a un cas d'usage de service provider, l'idée c'est de se dire, lorsque je vais construire un data center, je veux fournir des services digitaux, j'ai besoin de capacité de compute. L'ARM, il est 3 ou 4 fois meilleur par rapport à ce qu'Intel et AMD fait en termes de rapport performance, consommation électrique et prix. Donc c'est vraiment un investissement qu'on fait pour pouvoir fournir at scale de la capacité de compute. Sur la partie stockage, vous connaissez la gamme HPE, okay, plus ou moins, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez connu les EVA, les VA, les 3 parts, les primaires peut-être. Aujourd'hui, si vous voulez, on a simplifié tout ça. Aujourd'hui, la gamme de stockage HPE, c'est la lettre A. Okay. Elle se décline en 3 offres.
l'Alletra 5000, qui est pour du general purpose. Donc c'est une baie hybride. Pourquoi? Bon rapport qualité-prix. Ok, très bien. Le deuxième, c'est l'Alletra 6000, full NVMe. Là, on est sur un des use cases de type business critical. Et le troisième cas, c'est mission critical, donc 100% de disponibilité. Donc en fonction de votre cloud, vous savez, tout à l'heure au niveau du framework, il y avait la partie SLA, RTO, RPO. En fonction de la disponibilité, de la résilience que vous voulez fournir au niveau de l'infrastructure, ben, il suffira de prendre soit l'Alletra 5000 pour être en dessous, 99,95, et si vous voulez être à 100% de disponibilité, ce sera l'Alletra 9000. Donc c'est aussi simple que ça. La stratégie d'HPE, c'est pas de fournir des baies de stockage uniquement, c'est de fournir du logiciel. Du logiciel pour pouvoir monitorer ces baies-là. Donc, le logiciel qui permet de monitorer ces baies-là s'appelle InfoSight. C'est une plateforme cloud qui permet de faire de la predictive analytics. C'est-à-dire qu'en fait, on va collecter l'ensemble des métriques de toutes les baies au niveau mondial. On va en faire une analyse via du machine learning à l'intérieur. On va faire des prédictions sur votre capacité planning, sur la gestion des performances, sur la mise à jour de firmware. Okay, donc, on va vous donner des recommandations. Et pour manager ça, on a mis en place ce qu'on appelle une Data Service Cloud Console. Vous savez que le stockage, ça nécessite des compétences assez quand même top skill. Hein. Ça, c'était encore il y a 10 ans. Et ces gens-là, on en a toujours besoin. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu qu'à HPE, quand on vendait une 3 parts, il y avait besoin de faire des certifications. Les upgrades étaient compliqués parce qu'il fallait définir ça durant des plages de maintenance. On s'est dit, c'est compliqué comme modèle. Donc, on va fournir l'expérience cloud au niveau du stockage. Et donc, cette Data Service Cloud Console, en fait, bon, je vais passer ce slide-là, elle fournit cette expérience cloud. Il n'y a plus besoin de compétences. Je vais prendre un exemple. Le setup d'une baie en actif-actif avec réplication synchrone se fait via un clic sur la console. Il suffit d'installer physiquement les deux baies, les câbler au réseau, et via la Cloud Console, vous allez cliquer et vous allez dire « Je veux la paramétrer pour faire de l'actif-actif au niveau de la réplication ». C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le setup, c'est l'initialisation. Pour la partie provisioning, quand on veut provisionner du bloc, c'est pareil. On va sur cette console et au lieu de se dire je veux créer un espace de stockage qui est adapté à du Exchange ou à de l'Oracle ou à de l'ESX, ce qui va se passer, c'est qu'on va détecter le use case. Et ce qu'on appelle, nous, via la partie block storage, provisioning, on a implémenté la notion de intent-based provisioning. Donc en fonction du type de workload, on va automatiquement configurer la baie et exposer le volume au niveau compute. Donc on simplifie la partie expérience utilisateur via cette cloud console. On a également des services en plus au niveau de cette console qui permet de gérer la partie DR automatiquement et la partie backup. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le projet de backup, il est souvent à côté du projet de stockage. Donc faut investir sur un backup target repository, HPE, ça s'appelle StoreOne, les data domains, etc., vous les connaissez. Également sur le logiciel de backup qui s'appelle Vim ou les Commvault, et c'est un projet d'intégration. Aujourd'hui, la Cloud Console permet en un clic de déployer toute la couche logicielle pour pouvoir en fait backuper vos VM. Donc cette Cloud Console, elle va s'enrichir mois après mois, année après année, par rapport à la demande des clients pour fournir une expérience cloud sur des services finaux. Et là, on parle de provisionner du bloc. Demain, on parlera de provisionner du file ou l'objet. On parle de DR, on parle de backup. Donc, c'est ce que la Cloud Console a comme volonté. Un petit retour d'expérience. Alors là, c'est public, donc je peux en parler. C'est pour Orange à l'île de la Réunion. Le use case, c'était d'héberger une application BSS pour faire le billing et charging de la partie mobile. Donc, on a fait un travail d'assessment avec l'éditeur de logiciel qui s'appelle Comarch. Donc, on a qualifié tout l'ensemble des spécifications techniques que l'éditeur logiciel avait. Ensuite, on s'est dit comment les IT opérateurs allaient opérer ces clouds-là. On a mis en place Morpheus pour pouvoir gérer le provisioning, l'automatisation avec Ansible, le monitoring des VM et des serveurs physiques. L'application Comarch nécessitait d'avoir 3 types d'environnements, la virtualisation, la containerisation et des serveurs physiques. Là, on avait de l'Oracle. Ici, on avait environ 40% des microservices qui tournaient encore sur OpenShift au niveau conteneur Kubernetes. Et les 60% autres étaient encore sur la VM. L'éditeur de logiciel n'avait pas encore migré toute son application sur conteneur. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de construire un catalogue de services qui fournissait de la VM, du conteneur et du serveur physique. C'est comme ça qu'on a procédé. Et à la fin, on s'est dit quelle est l'infrastructure qui permet de le mieux répondre à ces 3 use cases-là.
finalement, c'est HPE Synergy qui l'a fait, parce que HPE Synergy a le choix d'être composable, et on a le choix de mettre des serveurs de type virtualisation, containerisation et même physique. Au niveau de la réplication, c'est pareil. Donc, charging billing, quand ça marche plus, bah, l'argent, il rentre pas. Donc, les gens peuvent appeler gratuitement. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, il fallait en fait 100% de disponibilité et on a mis en place un PRA et PCA au niveau de la réplication des données. Donc là, s'il y a 4 choses à retenir de cette session, c'est que HPE déjà, on est fournisseur d'infrastructures, mais mon rôle à moi, c'est pas de vous vendre du matériel ou du stockage, c'est de vous conseiller. Okay. Et ce conseil, pour faire du cloud, il commence par on va se mettre autour de la table et on va discuter pour construire ensemble votre roadmap. Donc il y a un assessment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va faire des workshops et on va également installer des outils non intrusifs dans l'environnement pour capturer la partie IT. Le deuxième, c'est de se dire, vous voulez faire quoi? Du IaaS, du PaaS, du CaaS, et on va construire petit à petit une feuille de route ensemble. On commence toujours par du IaaS, avec du backup, c'est obligé. C'est le T0, c'est quelque chose qui est fait environ en 1 mois et demi. Peut-être après, on va construire des notions de roadmap. Et dans cette roadmap, on va planifier qu'est-ce qui va se passer dans les 3, 6, 12, 18 mois à venir. Et on va à chaque fois revoir si c'est valide en fonction du besoin utilisateur. Et c'est là que moi j'aime bien avoir une approche qui est time-boxée, c'est-à-dire que tous les 3 mois, via des approches qui sont des minimum viable product, des MVP, on va fournir, on va délivrer quelque chose au client final. Okay. Même si c'est pas propre, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, on fournit une offre cloud aux utilisateurs. C'est ça qu'il faut se dire. On fournit une fonctionnalité. Parce que le cloud, c'est un service, c'est une fonctionnalité. Et le 4e plan, c'est il faut exécuter. Parce qu'on a beau parler, mais tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas échoué, on ne sait pas ce que c'est. Donc moi, je suis là pour vous aider, mais également Tunelec est là pour vous accompagner en tant que partenaire, en tant que système intégrateur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un excellent salon. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a encore un peu de temps. Oui. Bonjour et merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je me présente, Haytham Ahmed, DSI Wayfair Bank. Donc je viens d'un secteur bancaire. Et lorsqu'on dit le secteur bancaire, c'est certainement la sensibilité des données. Le passage en cloud, bon, le monde est en train donc de pousser vers ça c'est clair. Mais moi, je veux évoquer le sujet de la sécurité. Quel est votre retour d'expérience concernant des structures là où la donnée est très sensible? Qu'est-ce qui pourrait partir en cloud? Qu'est-ce qui ne pourrait pas? Et en cas de rollback, comment faire? Si jamais nous, on met le pas dedans, puis on se décide, non, il faut faire un go back. Donc, comment faire et qu'est-ce que vous recommandez? Ouais. Alors là, j'ai des références en fait. Crédit Agricole, BNP. Je viens de la France, je sais pas si je l'ai dit, donc je viens de Paris. J'ai travaillé sur le secteur FSI au niveau des secteurs bancaires, donc Société Générale, Crédit Agricole et BNP. Il y a 2 types d'usages dans la banque. Il y a les IT et il y a la partie core banking. Je fais ça. Je n'ai jamais vu un core banking aller dans le public cloud. Et je parle bien de public cloud, c'est-à-dire que malgré le fait que Azure, Google et AWS mettent des offres qui disent on peut faire du core banking avec Temenos ou Oracle FlexCube sur le cloud public, je n'ai jamais vu un client dans le secteur bancaire mettre son application. Pourquoi? Confidentialité, disponibilité, performance, tout simplement. Le core banking, ça a besoin d'être 100% disponible et ça a besoin, voilà, ça doit jamais tomber. Donc il y a des systèmes pour le core banking et aujourd'hui, le passage du core banking dans le cloud, c'est encore non mature. C'est mon avis. En revanche, la partie consolidation des workloads IT pour la banque, parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins IT dans la banque, ça, on est passé sur du cloud. Parce qu'il y avait des besoins de disponibilité qui étaient moindres. Voilà. Donc, tout ce qui est mission critical pour le cloud, tout ce qui est mission critical dans le secteur de la banque, c'est pas encore mature pour le cloud. C'est mon avis. D'accord. Si vous permettez, juste pour interagir avec vous. Oui, bien sûr. Donc ça, lorsqu'on parle de cloud, je suppose qu'il y a 3 aspects, 3 possibilités. Soit partir en cloud public, style AWS et similaire, et sinon, il y a le cloud privé. Et lorsque je dis cloud privé, c'est un cloud qui peut être soit sur du matériel propre à la structure, à l'entité en question, ou bien ça peut aussi être un cloud mutualisé.
D'accord? Donc ça, c'est le cloud privé. Et sinon, il y a aussi le cloud qui est hybride. Et ça, de toute façon, dans votre blueprint, je l'ai pas remarqué. Parce que aussi, on peut faire du cloud hybride, là où il y a une partie qui va partir sur du public, entre guillemets, et l'autre sur du privé. Ça, c'est une première remarque par rapport à ce que vous voulez nous dire. Mais sinon, je reviens. Donc, c'est vrai. Donc, les banques ne peuvent pas partir vu la sensibilité de données. Et l'autre partie de ma question à laquelle j'aimerais bien, si vous permettez, avoir un retour d'expérience, c'est le rollback. Qu'est-ce qui se passe si jamais on essaye de tenter le coup, puis pour des raisons, on réalise que non, c'est pas intéressant, il faudrait revenir. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est trivial? Qu'est-ce qu'il y a à considérer? Et merci encore une fois. Merci pour la remarque. Il y a deux questions. Il y a la partie rollback et il y a la partie hybride. Alors, je vais d'abord décrire la partie hybride. Comment je le vois? La partie hybride, c'est de se dire, j'ai 100 applications. Okay, il y a 50% des applications qui vont aller dans le cloud privé et 50 autres qui vont aller dans le cloud public. Là, c'est moi ce que j'appelle avoir une stratégie de cloud hybride. Parce que ma manière de sourcer mon environnement, il est sur deux types. Privé, ce soit en colocation, mutualisé ou dédié, on va dire que c'est privé, hein, c'est le même type d'usage. Et ça, pour moi, comment je l'adresse, cette stratégie de cloud hybride, ça veut dire que j'ai fait une évaluation de mes applications et j'ai des applications non critiques qui peuvent aller dans le cloud public, chez Azure. Par contre, mon core banking, il va dans le cloud privé. Donc là, j'ai une stratégie hybride. Et ça se fait via l'automatisation au niveau de la Cloud Management Portal qui est agnostique de se dire, je vais aller dans le public ou le privé. Et l'expérience utilisateur sera la même. Il va juste dire, moi, je veux mon environnement, soit sur Azure, soit dans le cloud privé. Parce que c'est vous qui allez lui proposer ça. Ok? Donc ça, c'est la première, voilà, c'est la première question. C'est comme ça que j'adresse la partie hybride. Petite remarque. Des gens qui vous disent oui, moi ici j'ai une VM dans le cloud public et je veux la faire au niveau transiter ou basculer, faire un rollback sur l'on-prem. Là on bascule sur le deuxième cas d'usage. Le cloud c'est pas magique. Donc la portabilité de la donnée d'un environnement à l'autre, aujourd'hui c'est pas vrai. C'est pas vrai et tous ceux qui vont vous le dire, ce sera du marketing. Parce que j'ai fait de la prod sur du cloud et je peux vous dire que ce qu'on appelle nous la data gravity, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Un système d'information, parce que quand on parle de la donnée, c'est pas prendre juste un volume et les mettre à droite à gauche, on parle de tout l'impact sur le système d'information derrière. Et l'impact sur le système d'information, de prendre une donnée et de la mettre dans le public ou dans le cloud privé, c'est pas encore mature, ça marche pas. Techniquement, on sait le faire, mais ça marche pas encore. Pour revenir, on doit finir, c'est ça? On pourra prendre du temps tout à l'heure si vous venez. Voilà, je serai au stand de Tunelec. Ok. Merci.